Mais j'habite à Daniel. Je suis un ingénieur en cybersécurité, réseau et cybersécurité. Et j'ai eu l'honneur de représenter CSIG, qui est censé parler des meilleures pratiques pour une navigation sécurisée sur Internet. C'est pour cette session de Skill for Go, qui est une plateforme de partage de connaissances. Et pour cette session du mois d'août, on a choisi la sécurité via les menaces qui sévissent actuellement à Goma, notamment pour des personnes qui ne sont pas informées sur les risques qu'ils ont à être sur Internet, bien qu'ils sont au courant des bénéfices qu'ils en tirent. Euh, la cybersécurité, en gros mot, c'est l'ensemble des moyens utilisés pour assurer la sécurité des systèmes et des données informatiques. L'ensemble de tous ces moyens qu'on doit mettre en œuvre s'il s'agissait de faire ceci ou cela. Et son importance est que ce n'est pas seulement la sécurité des données et des systèmes, mais ça permet de protéger les individus contre les cybermenaces et protéger leur vie privée, protéger aussi accès à des données que d'autres personnes ne doivent pas avoir, mais aussi éviter que ces données soient altérées. Et le troisième point qui concerne la cybersécurité, c'est aussi permettre à ce que quand vous allez avoir accès à vos données, vous puissiez y avoir accès facilement. Donc, on a euh, votre vie privée qui est protégée, l'accès à vos données qui est protégé, mais aussi, le troisième point, vos données ne seront pas altérées. Donc, la cybersécurité permet à protéger votre vie, bien que votre vie soit réelle et que la cybersécurité soit virtuelle. Et adopter de bonnes pratiques de cybersécurité, ça va permettre à contribuer à une vie plus sûre et sécurisée en ligne parce que vous n'aurez pas peur de tout ce qui peut se passer. Alors, c'est quoi l'objectif de cette présentation? Donc, c'est pour vous sensibiliser aux meilleures pratiques en matière de navigation en ligne, dans le but de protéger efficacement vos données personnelles et professionnelles. Parce qu'avec la transition numérique, on aura besoin d'être vigilant. Non, non seulement dans les côtés personnels, je dirais, réseaux sociaux, Facebook, Instagram et tout ça, mais aussi dans les côtés professionnels quand il s'agira des, des mails, d'échange de travail en ligne sur différentes plateformes comme Microsoft Teams, Google Work et tout ça. Et il faut savoir les risques qui concourent en utilisant la- les plateformes informatiques, bien qu'on soit conscient des bénéfices. Euh, pour la plupart des personnes, ils savent que pour se connecter à un compte donné, on doit utiliser un mot de passe. J'espère que nous tous, nous utilisons des mots de passe un peu partout, sur Facebook, euh, sur Instagram et toutes les autres plateformes de navigation en ligne. Mais on oublie une chose et que on n'utilise pas un mot de passe robuste. Pourquoi utiliser un mot de passe robuste? Ça permet à ce que vous ne puissiez pas être piraté rapidement. Par exemple, si quelqu'un essaie votre mot de passe euh, multiples fois,
Par exemple, je prends l'exemple typique que vous voyez là à l'écran. Il y a un des 3 4 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça ne demandera pas à une machine moins de quelques secondes pour qu'il puisse craquer votre mot de passe en utilisant un dictionnaire. Et avec l'avancée technologique, on se rend compte que actuellement, c'est très, très difficile de protéger une personne qui a un password facile à craquer. Ah, les seconds passwords que la plupart des gens utilisent, c'est leur date de naissance. Vu que la plupart des plateformes demandent 8 chiffres ou bien 6 chiffres, et les gens profitent pour utiliser leur date de naissance. Pourtant, c'est une grosse erreur. Par exemple, si quelqu'un faisait juste des recherches sur la personne sur Google, il saura déjà votre mot de passe. Et quand il saura déjà votre mot de passe, euh, j'espère que vous voyez mon écran. Oui, personnellement, je vois ça. Je ne sais pas. Moi-même, je vois l'écran. Oh, d'accord, parce que il y a quelqu'un qui a dit qu'il ne voit pas mon écran. Et peut-être il peut juste rafraîchir la région. Peut-être essayer de sortir et puis rentrer. Parce que je pense que, à part lui, il y a d'autres qui voient déjà le point. Oh, d'accord. D'accord, j'espère qu'il pourra juste rafraîchir et revenir encore. Euh, D'accord. Je disais, les dates de naissance, c'est pas un bon mot de passe, bien qu'il soit long. Et une personne peut facilement partir sur Internet et faire des recherches sur vous et trouver votre date de naissance. Et il sera plus facile pour lui de- d'entrer dans votre système vu qu'il saura déjà votre mot de passe que vous pourriez déjà utiliser. L'autre, l'autre point, c'est les noms de famille. Le nom de famille, c'est pas bon parce que d'abord, tout le monde connaît votre, votre nom de famille. Et utiliser ça comme mot de passe, c'est laisser une grosse vulnérabilité dans votre système ou bien sur votre compte, vu que votre nom d'utilisateur est connu de tous et que vous puissiez mettre un nom de famille comme mot de passe, ça vous rend beaucoup plus vulnérable. Mais aussi les mots du dictionnaire. Il y a des gens qui préfèrent certains mots et entre potes, ils savent que tel, il connaît, il aime beaucoup ces mots-là. Et il y a des personnes qui vont jusqu'au point à utiliser ces mots comme leur mot de passe. Et ça, c'est une autre faille dans votre sécurité. Pour un bon mot de passe, on doit faire les mélanges des lettres, surtout des lettres majuscules, minuscules, des chiffres et des symboles. Ça permet à ce que la complexité pour qu'on puisse craquer votre mot de passe, si quelqu'un puisse essayer de craquer votre mot de passe et qu'il y ait 12 caractères avec notre puissance de calcul actuelle, ça prendrait à des ordinateurs presque 10 ans, 12 ans pour qu'on puisse craquer ton mot de passe. Donc, c'est impossible actuellement avec les systèmes cryptographiques que nous utilisons. C'est impossible actuellement de craquer ces mots de passe-là. À moins que votre mot de passe ou bien votre compte soit piraté préalablement ou bien connecté à un autre appareil et que vous ne puissiez pas les déconnecter de l'autre appareil. Mais avec ça, vous êtes vraiment, vous avez fait un pas pour protéger votre système. Mais il y a toujours un problème avec ce type de mot de passe et que les mots de passe robustes, la plupart des gens, bon, d'abord, personne ne peut se rappeler euh, de tous ces mots de passe qu'il utilise. Ces mots de passe, si vous voyez sur la figure, euh,
ce mot de passe ici, qui est un bon mot de passe, qui respecte les critères d'un bon mot de passe. Euh, la plupart des gens, on ne peut pas se rappeler tous ces mots de passe, vu qu'il est difficile humainement de se rappeler. Alors, on utilise des outils qui peuvent nous aider à manager le mot de passe, à gérer nos mots de passe. Parmi ces outils, on a LastPass, qui est un générateur de mots de passe et aussi, il est aussi gérant des mots de passe. Il y a Dashlane et KeePass. Euh, Parmi ces deux, il y a des versions freemium où il y a la partie où tu peux utiliser ça gratuitement, mais aussi à un bon moment, il faut payer pour l'utiliser. Mais KeePass, il est gratuit. Je crois, ouais, je l'avais utilisé à un bon moment. Il est gratuit et la partie intéressante est que vous créez juste un seul compte et ça vous permet de générer la plupart, de gérer tous vos mots de passe. Au lieu de les garder dans les gestionnaires de mots de passe de Google, qui sont aussi vulnérables à d'autres types d'attaques. Si, par exemple, il y a un cross-site scripting sur votre ordinateur, il serait facile qu'une personne puisse récupérer tous vos mots de passe que vous avez gardés dans votre navigateur et qu'il puisse les utiliser pour se connecter dans votre système. Euh, Bien sûr, on a eu à faire un très bon mot de passe. On a vu comment faire ça. On a vu les outils à utiliser. Il y a LastPass, Dashlane et KeePass. Et KeePass est vraiment gratuit. Maintenant, quelle est l'autre mesure qu'on peut prendre pour sécuriser les comptes et les appareils que nous avons? Par exemple, ici à côté, vous verrez, il y a quelqu'un qui veut se connecter. Il est sur, je peux dire, un autre appareil, je ne sais pas si c'est un ordinateur connecté ou quoi. Il essaie de se connecter, il a mis ses identifiants, et puis il y a une notification qui est envoyée sur un autre appareil qui montre un code. Et c'est ce code-là qu'il doit utiliser pour se connecter et confirmer que c'est bien lui qui doit se connecter. Donc, ce sont des mesures de sécurité. C'est une des mesures de sécurité qu'on doit utiliser pour renforcer la sécurité de nos comptes. Ça s'appelle l'authentification à multiples facteurs et la plupart utilisés par l'authentification à deux facteurs. Parce que la plupart des temps, il est difficile d'utiliser beaucoup de facteurs à chaque fois que vous voulez vous connecter et que ça va créer une sorte de fatigue de sécurité. Cette authentification à deux facteurs est activable sur la plupart des comptes qui existent actuellement, même sur tous les réseaux sociaux, je crois par WhatsApp, où on peut activer la connexion à des facteurs. Et ça vous permet d'ajouter soit votre numéro de téléphone, soit qu'il puisse détecter votre appareil de départ. Et à chaque fois que quelqu'un essaie de se connecter sur votre compte, que vous puissiez être notifié, soit par message, soit sur l'appareil de départ que vous étiez connecté sur. Et ça permet à ce que, même si quelqu'un a eu votre mot de passe, même si la personne a eu votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, il ne peut pas se connecter vu qu'il n'a pas ces troisième points. Et quelles sont les caractéristiques d'une bonne authentification à deux facteurs? C'est on utilise trois choses. La chose qu'on connaît, la chose qu'on a et la chose qu'on est. Ça peut être que vous ne pouvez pas, par exemple, utiliser un mot de passe sur votre téléphone. Il suffit juste que quelqu'un mette
votre doigt pour qu'on puisse scanner vos données biométriques et ça permet d'authentifier que c'est vous. Ou bien qu'on puisse utiliser aussi le téléphone, ça veut dire quelque chose que vous avez et c'est ce téléphone-là qui va permettre d'identifier que c'est vous. Et utiliser ces trois facteurs, c'est pour cela qu'on appelle ça les multiples facteurs d'authentification. Utiliser ces trois facteurs, ça permet d'authentifier vraiment votre identité. Le deuxième point que je parlais, c'est l'utilisation des logiciels de sécurité pour les appareils. Utiliser des logiciels pour scanner vos appareils, pour scanner contre des virus et aussi pour des personnes, pour des professionnels, utiliser de, des logiciels pour scanner les points de sortie de connexion. Par exemple, dans un réseau donné, il faut scanner la sécurité de points de sortie. On appelle ça endpoint security. Désolé pour l'anglais. Et c'est cette sécurité-là, utilisation de tous ces logiciels-là de sécurité, ça va permettre à ce que vous soyez sûr que votre réseau ou bien votre système n'a pas d'intrus, qu'il n'y ait pas quelqu'un à l'intérieur de votre système qui est en train d'observer tout ce que vous êtes en train de faire ou bien qui est en train de prendre des informations où il peut agir sans que vous ne puissiez les savoir. Alors, l'autre point, c'est la reconnaissance des appareils connectés. Souvent, Gmail envoie ou bien Google, je ne sais pas, ou bien Facebook envoie des notifications quand une personne s'est connectée sur votre appareil. Et parfois, la plupart des gens n'essaient pas de vérifier réellement si c'est votre appareil qui s'est connecté, ou bien vous pouviez vous déconnecter d'un appareil connecté que vous ne pourriez plus avoir accès. Par exemple, vous utilisiez un ancien téléphone et que votre compte mail y était dedans, vous l'aviez perdu, vous aviez acheté un nouveau téléphone, puis arrivé à vous connecter dans ce nouveau téléphone, vous ne vous êtes pas euh, déconnecté des autres comptes. Vous pouvez les faire à partir de ces téléphones-là que vous avez en entrant dans vos comptes et voir les appareils connectés et que vous puissiez déconnecter ces appareils-là. Parce que ça va permettre à ce que vous soyez responsable de toutes vos actions que vous allez poser sur Internet, mais aussi éviter que d'autres personnes usurpent votre identité en utilisant vos comptes euh, sous prétexte que c'était vous, sans que vous ne puissiez pas le savoir. Euh, Il y a des questions? Bon, on va attendre à la fin pour des questions. Euh, Outre l'usurpation d'identité et la protection de- des appareils connectés, on a aussi l'autre type d'attaque qui a émergé actuellement, ça s'appelle les hameçonnages ou bien les phishing, euh, pour ceux qui sont trop en cyber. Les hameçonnages ou les phishing, comme vous pouvez voir ici, il y a un hameçon qui est connecté vers l'extérieur et on prend les identifiants d'une personne avec une malice utilisée, tu vois, comme, comme si on était à la pêche. Et en ayant pris les identifiants d'une personne, on profite pour usurper son identité euh, sur Internet. Euh, c'est un type assez récurrent actuellement pour des gens qui sont assez sur Facebook et reçoivent des messages de leurs proches qui leur disent que il faut investir, je ne sais pas, dans une entreprise pour trouver l'argent rapidement. 15 jours, vous pouvez investir $100 ou $200. Après 45 minutes, vous aurez autant. Et vous vous rendez compte que c'était une personne désolé, que vous connaissiez et
cette personne a été victime de ce type d'attaque qu'on appelle un hameçonnage. Comment ça se passe, un hameçonnage? Un hameçonnage, c'est quelqu'un te fait une fausse promesse pour que tu puisses lui donner euh, tes identifiants. Ou bien que tu puisses cliquer sur un lien qui va permettre, qui va paraître comme comme un, comme un site légitime, ou bien comme une page de connexion légitime. Pourtant, n'est pas une page légitime, mais il va permettre à ce que l'attaquant puisse récupérer des, des identifiants. Et ces identifiants-là, il peut les utiliser pour se connecter dans ton compte, notamment, ça arrive beaucoup plus sur Facebook et sur des mails. Et quand il se connecte dans son compte, dans ton compte, il peut envoyer ou bien commencer à publier ce qu'il veut. Il peut changer les mots de passe. Et si vous n'avez pas l'authentification à deux facteurs, ça sera facile pour lui de, de prendre les commandes de votre compte. Donc, c'est en quelque sorte, c'est comme ça les hameçonnages se passent. Quelqu'un prétend vous donner, par exemple, quelque chose ou bien il vous envoie un lien suspect, puis vous cliquez dessus, et ça apparaît comme un lien ou bien un login, un, un- une page de connexion. Et c'est cette page de connexion-là qui est fausse, qui va essayer un peu de prendre vos identifiants. Et après avoir pris vos identifiants, il va partir dans votre compte et faire tout ce qu'il veut. Donc, pour se protéger contre ce type d'attaques, il faut d'abord identifier les emails ou bien les contacts suspects qui essaient de vous contacter, qui essaient un peu de vous demander à faire des choses que vous vous rendez compte que c'est suspect. Par exemple, quelqu'un veut dire, nous sommes Facebook, on était en train de mettre à jour notre système. Du coup, euh, si vous ne cliquez pas sur ces liens pour réinitialiser ou bien pour confirmer vos identifiants, votre compte sera déconnecté, par exemple. On peut dire ça. Et on vous donne une urgence là, même de 5 à 10 minutes pour le faire. Vous vous rendez compte que oui, ça paraît légitime, mais c'est très suspect. Parce que dans la nature des choses, Facebook ne peut pas faire ça. Et même si ça vient d'un proche, ça paraît assez suspect parce que Facebook ne peut jamais utiliser un compte personnel ou bien une messagerie personnelle pour vous contacter à cause d'un problème de pareil. Notamment, il y a un autre type d'hameçonnage qu'on appelle les spear phishing. C'est un type d'hameçonnage qui est assez dirigé à la personne, où quelqu'un va chercher vos informations personnelles en ligne. Il y a un type de recherche qu'on appelle Google Docking. Ça permet à ce que vous puissiez chercher à faire des recherches avancées sur l'Internet. Et quand la personne va faire ses recherches, il saura beaucoup d'informations sur vous, vos informations personnelles. Il va vous faire un type d'hameçonnage personnalisé qui va vous pousser à cliquer seulement sur les liens. Il suffit que vous puissiez cliquer sur les liens et que vous puissiez mettre vos identifiants, que la personne puisse avoir accès à votre compte si vous n'aviez pas l'identification à des facteurs. C'est pour ça qu'il ne faut jamais partager beaucoup d'informations personnelles sur Internet, beaucoup d'informations sensibles comme là où vous vivez, où est-ce que vous étudiez la plupart des cas, qu'est-ce que vous faites au moment où vous êtes en train de les faire. Mais aussi, il faut aussi vérifier des liens, des pièces jointes, parce que ça pousse à ce que ça peut être un phishing, pas contre pour pas prendre vos identifiants,
mais pour installer peut-être des logiciels malveillants dans votre système et que quelqu'un va commencer à commander vos appareils ou bien votre système à distance sans que vous ne le sachiez parce que vous aviez, par exemple, téléchargé une pièce jointe, ça peut être une photo, ça peut être une musique ou bien je ne sais pas quoi, qui va permettre à installer des virus ou bien des ROM qui, pilotés à distance, ça va, à chaque fois que vous serez connecté à Internet, votre machine va euh, chercher à se connecter au système de l'attaquant. Et ça, c'est l'une des attaques qui sont assez avancées en cybersécurité. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand vous vous rencontrez dans une situation pareille? Par exemple, il y a quelqu'un qui essaie de, de- de vous envoyer euh, euh, des liens suspects, des messages suspects. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut signaler tout ça. Il faut signaler les comptes qui essaient de vous, de vous envoyer ce type de messages. Et aussi partager, si vous êtes en entreprise, partager cette information avec l'équipe informatique pour qu'ils puissent s'en charger et faire des analyses nécessaires pour protéger tout le monde contre cette attaque-là. Euh, et pour protéger tout le monde contre tous les types d'attaques, il y a un autre qui est assez négligé actuellement dans les domaines de la cybersécurité, c'est le cyberharcèlement, où la personne est harcelée en ligne. Par exemple, on a fait un phishing, il y a un hameçonnage de votre système dans votre téléphone. Quelqu'un a pris accès à votre compte, je ne sais pas, compte Google, et ça lui permet à se connecter sur vos drives. Et maintenant, il est en train de vous harceler. Et publier vos données. Il va publier vos données si vous ne faites pas ceci, si vous n'envoyez pas cette somme d'argent. Et vous vous rendez compte que vous êtes dans une situation délicate. Et ça arrive la plupart du temps aux filles. Ça se voit actuellement à Goma avec toutes ces publications non conventionnelles. Il y a aussi des personnes qui travaillent dans des grandes entreprises. Ils sont assez harcelés, où on leur dit, si tu ne fais pas ça, je vais publier ceci pour toi, si tu ne fais pas ceci. Et c'est vraiment une situation assez délicate pour les victimes, comme vous pouvez voir ici sur l'illustration, où on se retrouve dans les passes où on ne sait pas quoi faire. Maintenant, il y a des mesures de sécurité qu'on doit faire, qu'on doit prendre en compte pour éviter ce genre de cyberharcèlement. Premièrement, il faut protéger vos données personnelles. Si quelqu'un a accès à quoi que ce soit, il faut changer toutes les mesures de sécurité. Par exemple, quelqu'un a accès à mon Gmail, commence à me harceler. Si tu ne fais pas ceci, je vais publier ceci pour toi. Directement, je vérifie directement les types de connexions. Quels sont les appareils qui ont accès à mon compte. Je change automatiquement mes mots de passe. Je mets à jour mon système et ça me permet à ce que mes données soient protégées. Même s'il pourrait avoir accès il y a longtemps à mes données, s'il n'a pas téléchargé ces données-là, actuellement, il ne peut plus avoir accès à ces données. Le deuxième point, c'est avoir la vigilance sur nos publications sur les réseaux. Actuellement, bon, dans les réseaux sociaux, peu professionnels comme Instagram, Facebook et tout ça, les gens ont l'habitude de publier tout ce qu'ils font, genre, au moment où ils le font. Et ça donne beaucoup d'informations aux gens que s'ils sont à telle place, je peux les rencontrer là-bas, je peux, ils peuvent te faire du mal là-bas à cette personne. Et ça va augmenter beaucoup plus tes chances d'être harcelé en ligne. L'autre point, c'est éviter les interactions avec les harceleurs. Quand quelqu'un te dit, si tu ne publies pas ceci, ou bien si tu ne me fais pas ça, je vais publier ceci, il faut éviter à lui parler
faire semblant, parce que ils sont aussi dans une situation où ils ont peur qu'ils soient démasqués. La plupart, ils viennent assez masqués. J'ai eu accès à ton truc, machin. Et si tu ne me fais pas ceci, si tu n'envoies pas cette somme à ces numéros dans autant de minutes, je te poste. Je poste ça sur les réseaux ou bien je je publie ça, j'envoie ça à ton patron. Et ça, il faut éviter les interactions avec eux parce qu'ils vont jouer sur cet état émotionnel de surprise et d'urgence pour que vous puissiez vous exécuter. L'autre point, c'est conserver les preuves. Prendre des screenshots des messages que les harceleurs envoient et ça va vous permettre à ce que si une fois qu'il y ait fuite de vos informations, qu'on puisse retracer où était la fuite. Et si vous cherchez beaucoup plus à utiliser des services d'assistance, dans les réseaux sociaux, on a la plupart ont des services d'assistance. Tous les systèmes informatiques actuellement ont des services d'assistance 24 heures sur 24 et vous pouvez les contacter et ça va vous permettre à ce que l'on puisse mettre hors du réseau les harceleurs, mais aussi si une fois que vos données pouvaient être fuitées, par exemple, et que vous vous rendez compte qu'il y a une fuite de vos données sur Internet, ce qui arrive souvent dans les domaines informatiques, vous pouvez retracer où est venue la faille et dans les jours qui viennent, vous pouvez corriger cette faille pour éviter d'être dans cette situation embarrassante. Bon. Donc, c'est en quelque sorte ça, les trois grands points de, de ce qui est des attaques qui sont récurrentes, hein, notamment les mots de passe, le fait qu'il n'y a pas des mots de passe robustes et ça concerne aussi l'authentification. Et l'autre point, c'est l'hameçonnage. Ça, c'est en quelque sorte l'ingénierie sociale qui est utilisée. On essaie un peu de vous manipuler, de vous utiliser d'une manière ou d'une autre pour que vous puissiez réagir et cliquer sur des liens, bien partager vos informations personnelles, télécharger une photo, une pièce jointe, une application ou bien même un fichier audio qui va permettre à l'attaquant d'avoir accès à vos données, à votre système, ou bien à se connecter à votre compte, je ne sais pas, Facebook ou bien votre email. Et c'est un type d'attaque qui est assez récurrent parce que même cette année, il est classé deuxième au type d'attaque euh, qui sont assez récurrents. Il y a aussi les harcèlements en ligne qui est assez méconnu, mais qui est assez récurrent aussi et que les gens doivent se protéger contre. Donc, l'autre point, c'est qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire si vous vous rendez compte que vous êtes piraté? Quelqu'un a pris les contrôles de votre compte. Il a eu à, à avoir accès à votre compte Facebook, votre email. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? C'est dès que vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui a accès à votre système, ou il a accès à votre email, vous devez changer vos mots de passe. C'est la première chose à faire. Si la personne vient d'avoir accès à votre compte, il aura aussi ce réflexe de vouloir changer votre mot de passe pour vous refuser l'accès à vos données et pour qu'il puisse l'utiliser. Parce que quand il a eu accès à votre système, il peut facilement euh, savoir que vous allez vous connecter, vous seriez notifié, il va changer le mot de passe. Et s'il l'a pas fait,
il faut que vous puissiez le faire avant lui et changer vos mots de passe. Parce que ça va lui pousser encore à refaire encore la même chose qu'il a fait pour qu'il puisse avoir les nouveaux mots de passe. Ce qui sera difficile vu que vous êtes déjà avisé. L'autre point, c'est signaler le piratage. Il y a les services clients de chaque organisation. Vous pouvez juste signaler ça, signaler que votre compte a été piraté. C'était pas vous qui étiez à la base de ces changements, par exemple de mots de passe. Souvent, on va vous notifier d'une manière ou d'une autre, par exemple par mail, si votre compte Facebook a été changé, on a changé les mots de passe. Bien que ce soit vous, Facebook va vous envoyer un mail pour vous dire que, tiens, votre mot de passe a été changé. Si vous pensez que c'était pas vous, cliquez sur ce lien et, et avisez les services de Facebook. Et ça va permettre à ce que une procédure de sécurité soit lancée pour que personne n'ait accès à ses comptes pendant un bon moment et que on va vous demander vos identifiants, votre identité, votre carte d'électeur la plupart du temps pour qu'on puisse authentifier que c'est bien vous, le propriétaire de ces comptes-là. L'autre point, quand votre compte est piraté, que vous avez du mal à signaler le piratage par vous-même, il est préférable d'alerter vos contacts, vos amis ou bien les personnes avec qui vous interagissez par d'autres moyens pour leur dire que mon compte a été piraté. Soyez vigilants ou bien vous pouvez m'aider aussi à les signaler. Et ça va permettre à ce que vos amis ne tombent pas dans l'hameçonnage qui peut lancer l'attaquant et il peut commencer à propager des fausses informations et que vos amis qui vont vous croire pourront éviter à tomber dans ce genre de pièges. Donc, alertez vos contacts et ça va leur permettre à signaler ces piratages et que la procédure aussi soit lancée pour vérification contre les piratages. L'autre point, c'est après avoir alerté vos contacts, essayez de rassembler des preuves parce que si vous aviez un compte sensible qui requiert des manipulations professionnelles ou bien vous utilisiez votre compte euh, pour des activités professionnelles, il est préférable de rassembler vos preuves. Prenez des screenshots de tout ce qui s'est passé, de comment vous aviez détecté ça, jusqu'à ce que, au point où vous êtes à alerter vos contacts à propos de ça. Et ça va permettre à ce que l'équipe d'informatique puisse venir faire des recherches sur comment vous avez été piraté et quelle était la cause de tout ça. Et ça va permettre à protéger les autres contre ces types d'attaques qui peuvent être, par exemple, dans un milieu donné. Et pour éviter, par exemple, que votre système, imaginons que vous êtes rendu compte que c'est votre système, pas seulement votre compte, c'est votre système qui vient d'être piraté, par exemple, votre machine, et que quelqu'un aille à avoir accès à votre PC à distance et qu'il arrive à changer vos identifiants de sécurité, votre mot de passe sur votre machine. Eh ben, tout ce que vous pouvez faire, c'est déconnectez-vous. Vous pouvez vous déconnecter de votre système pour éviter de propager les virus sur d'autres appareils connectés dans les mêmes réseaux, je peux dire comme ça, dans les mêmes systèmes. Et ça va permettre à ce qu'il y ait une sorte d'isolation de l'attaque que la personne a eu à lancer. Et quand vous serez déconnecté, ben, la personne ne pourra plus avoir accès à votre machine. Du coup, l'équipe informatique peut venir et faire les forensiques ou bien l'analyse de l'attaque qui a été lancée. Mais aussi, il faut utiliser aussi les services d'assistance, qui est un service qui est donné en 24 heures sur 24 pour des
des utilisateurs la plupart des systèmes informatiques professionnels. Et ça va vous permettre de savoir si vous êtes victime d'une attaque ou non. Par exemple, il y a dernièrement eu un problème avec Windows qui a été un problème de mise à jour. Et ce type de problèmes arrivent souvent pour des applications professionnelles où les mises à jour n'ont pas été très, très bien faites ou bien l'analyse des mises à jour n'est pas bien faite. Et si vous n'êtes pas vraiment au courant de ça, vous pouvez penser que vous avez été victime d'un type de piratage. Pourtant, c'est juste un problème des systèmes ou bien un problème de mise à jour qui est là. Et c'est ça la raison pour laquelle on doit utiliser les services d'assistance ou bien les services clients de la plupart des fournisseurs des systèmes professionnels. Merci, c'est pas si vous avez des questions.